Le Makota, une république figée au XIXe siècle. À l'instar de quelques autres pays d'Aleucie, la république de l'État du Makota apparaît comme atypique à bien des égards. L'aspect le plus saillant de cette singularité réside très certainement dans cette impression de suspension temporelle qui frappe la plupart des observateurs extérieurs. Le Makota serait, selon eux, un véritable conservatoire du XIXe siècle. Mais il serait réducteur de cantonner ce curieux pays d'Aleucie intérieur à une simple capsule temporelle. Dans cet épisode du Monde par les cartes, nous verrons que, bien qu'indéniablement partie prenante de l'Aleucirque pour reprendre un concept bien connu des géopolitologues, sa situation politique, économique et stratégique est en réalité bien plus nuancée qu'il n'y paraît. Et c'est cette complexité que nous nous proposons d'explorer, comme à notre habitude, essentiellement à l'aide de cartes. Commençons notre approche du Makota par quelques considérations géographiques d'ordre général. La République de l'État du Makota est un pays entièrement enclavé, situé dans la moitié sud du continent aleucien. Elle partage ses frontières avec 4 États principaux, au nord-est, l'Empire du Nord, un puissant État social-démocrate francophone, membre de l'Organisation des Nations démocratiques, et avec lequel le Makota entretient des relations empreintes d'une indifférence respectueuse, ni bonne, ni mauvaise. Au nord-ouest, l'État du Vlasti, une dictature communiste francophone, avec laquelle le Makota n'a aucun lien diplomatique. À l'ouest, le Luchafego, un narco-État avec lequel aucune relation n'est non plus entretenue. Au sud, enfin, se trouve l'Empire d'Everia, avec lequel les autorités makotanes maintiennent un dialogue régulier bien que jusqu'à ce jour aucune reconnaissance mutuelle ne soit encore actée. Sur le plan topographique, le Makota se déploie sur de hauts plateaux, bordés de montagnes abruptes, presque infranchissables. Un fleuve, le Makota, traverse le pays du nord au sud, sa vallée, étroite et sinueuse, se situe peu ou prou au niveau de la mer. Ainsi, le territoire prend la forme d'un vaste couloir naturel, encadré de part et d'autre par des plateaux élevés et des reliefs escarpés. La configuration géographique du pays fait que les grandes puissances voisines ne sont accessibles qu'au moyen de cols, dont la plupart sont en permanence fermés, à l'exception de ceux menant à l'Empire du Nord ou à l'Empire d'Everia. Cela contribue à l'impression, globalement inexacte, que le Makota serait un pays montagneux, alors qu'il s'agit, en réalité, davantage d'un territoire de haut plateau. À présent que nous avons planté le décor en rappelant les principales vérités topographiques de la région, penchons-nous brièvement sur l'histoire du Makota, de sa fondation à nos jours. Remontons aux quelques décennies précédant l'arrivée des colons. Nous sommes alors au tout début du XVIIIe siècle. Le territoire est occupé par une tribu aleucienne qui donnera son nom à cet espace géographique, la tribu Makota. Bien que les vestiges archéologiques indiquent une implantation homogène et relativement importante, cette tribu, vassale des Aleuciens d'Ikami, connaît alors un déclin démographique brutal, principalement en raison des maladies importées dans le Nouveau Monde. Ce déclin explique que leur présence ait semblé discrète, pour ne pas dire résiduelle, au moment où les premiers colons mirent pied sur ces terres. La colonisation du Makota débute en 1735. Elle est le fait de colons francophones religieux, désireux de fuir un continent eurysien qu'ils considèrent comme décadent. Leur projet est clair, établir une société nouvelle fondée sur le strict respect de la religion catholanaise, même si, rapidement, l'Église du Makota deviendra autocéphale, et fondée également sur la défense des libertés individuelles. Et bien entendu, la recherche de la prospérité. Cette prospérité devait se bâtir par l'acquisition de terres, qui, moyennant des frichages, permettaient à tous de constituer un domaine sans, ou presque sans, apport initial. Les premiers colons, ceux que l'on nomme les fondateurs, s'établissent en 1735. Ils fondent, sur le plateau méridional, un premier village, point de départ de toute la colonisation du Makota. Moins de 10 ans plus tard, en 1744, un autre groupe de colons descend s'installer dans la vallée centrale. C'est ainsi que sous l'impulsion d'une poignée de moniales intrépides, est fondée la ville de Sainte-Régine, future capitale du pays, ainsi nommée en hommage au couvent autour duquel la ville se développe, Sainte-Régine étant aussi la protectrice du Makota. Par la suite, la conquête du reste du Makota s'avéra plus longue. Quelques escarmouches eurent lieu avec les populations autochtones, mais celles-ci, en raison de leurs effectifs désormais réduits à presque rien, ne purent opposer qu'une faible résistance. En 1780, la vallée du Makota était entièrement sous contrôle. On y développa une modeste activité maraîchère, principalement à vocation vivrière. En 1810, ce fut au tour du plateau oriental d'accueillir ses premiers colons. Ceux-ci y établirent le fort Ireville qui, d'abord simple ouvrage défensif, se transforma en ville une fois les derniers Aleuciens éliminés. C'est dans cette cité, administrée par la famille Ireville, que se tinrent les premières foires bovines,
autour desquels s'organisèrent peu à peu les bases du vacherisme avec l'émergence des cow-boys, appelés vachers au Makota. En 1840, le plateau occidental fut à son tour conquis. Avec lui disparurent les derniers membres de la tribu des Makota. C'est alors que fut fondée la ville de Ranch-le-Grand. Pour la première fois, l'ensemble de l'entreprise d'établissement, conquête, élimination des autochtones, bornage des terres, cadastrage et répartition des lots fut mené exclusivement par les vachers. Désormais, ce seraient eux, et plus précisément leurs chefs, les rancheurs, qui feraient la loi. En 1850, des représentants de fondations, Sainte-Régine, Fort-Ireville et Ranch-le-Grand se réunirent au couvent de Sainte-Régine pour proclamer solennellement la fondation de la République du Makota. On en fixa les principes, les frontières, et surtout, sous la pression des rancheurs et de leurs vachers en armes, on déclara que la colonisation était achevée, interdisant toute nouvelle installation. L'État comptait alors moins de 100 000 habitants, soit environ 30 fois moins que de nos jours. L'immigration ayant été nulle depuis lors, on peut affirmer que l'ensemble de la population actuelle du Makota descend de ce peuplement originel. De 1850 à 1969, le Makota entre dans une période d'isolation presque totale. Comme nous l'avons indiqué, cette fermeture ne résulte pas d'une disposition constitutionnelle, mais avant tout de la volonté des rancheurs, soucieux de préserver leur mainmise sur les terres. Cette isolation absolue, qui dura près d'un siècle, est l'une des principales causes de l'aspect actuel du Makota, un pays ancré solidement dans le monde tel qu'il était au moment où il a choisi de se refermer sur lui-même. Malgré cela, quelques échanges commerciaux discrets et sporadiques subsistaient aux frontières. Toutefois, l'entrée sur le territoire était strictement interdite, sous peine de mort, ce qui contribua à entretenir l'idée que la République refusait tout lien avec l'extérieur. En réalité, il ne s'agissait pas tant de rejeter le monde que de conserver jalousement les terres au bénéfice des rancheurs et de quelques cultivateurs soigneusement sélectionnés. Cette fermeture n'empêcha toutefois pas le développement d'une industrie minière, qui parvint à s'implanter et même à prospérer. Il s'agissait de mines d'or, métal prolifique au Makota, enfin selon les standards de ce métal rare. Ainsi que du fer et du charbon pour les besoins du marché intérieur. À ces minerais, s'ajouta l'uranium, qui ne sera exploité que beaucoup plus tard, au début du XXIe siècle, grâce à l'assistance technique de l'Empire constitutionnel de Slaviansk. En 1969, sous l'impulsion du président Jean Ireville Ier et avec l'accord du Congrès, une première brèche s'ouvre, les cultivateurs surnuméraires ou jugés tels par les rancheurs sont aidés à émigrer pour défricher des terres dans la République d'Ikami fraîchement libérée de la domination de la Listonie. Par cette émigration, le pays commence timidement à s'ouvrir au monde. Mais il fallut attendre 2005 et la politique dite d'ouverture raisonnée, initiée par le président Jean Ireville II, pour que cette ouverture devienne effective, permettant d'assurer l'établissement de relations diplomatiques, scientifiques et culturelles avec l'étranger. Ce n'est cependant qu'en 2016 que le Makota appliqua de facto cette politique d'ouverture. Depuis lors, le Makota multiplie les liens commerciaux et diplomatiques, tant avec ses voisins immédiats qu'avec des États plus lointains, pourvu qu'ils soient idéologiquement compatibles ou qu'ils offrent des perspectives économiques jugées attractives. La diplomatie et la géopolitique du pays sont avant tout motivées par des considérations économiques. L'objectif principal est de se procurer des produits de haute technologie que le Makota est structurellement incapable de produire lui-même, qu'il s'agisse de machines mécaniques, numériques, électroniques, ou encore de médicaments. Il est à noter que plusieurs partenaires étrangers jouent un rôle clé dans le fonctionnement technologique du pays. La Troisième République du Jachuria et la République d'Ikami assurent un soutien essentiel en matière de numérique. L'Empire du Slaviansk supervise le programme nucléaire civil. L'Empire de Kharkiv fournit les véhicules utilitaires. Enfin, Velsna et la Lermandie livrent divers biens de haute valeur technologique. Le Makota règle ses échanges principalement en viande bovine, produits laitiers, cuir et leurs dérivés, ou encore en uranium minerai ou bien faiblement enrichi. Cependant, les réflexes isolationnistes hérités du passé n'ont pas entièrement disparu. La population demeure largement xénophobe et intolérante, notamment à l'égard des étrangers, ainsi que des minorités religieuses ou sexuelles. Seules les grandes villes sont légèrement moins marquées par cette tendance droitière profondément ancrée. Mais même dans les quartiers les plus privilégiés, ceux où les idées nouvelles et progressistes sont les plus susceptibles de s'implanter, de nombreux réflexes traditionnels perdurent. Il n'est d'ailleurs pas inexact d'affirmer que l'extrême gauche makotane, incarnée par le Parti progressiste, correspond, dans de nombreux pays, à ce que l'on qualifierait de centre-droit. En conclusion, il apparaît que le Makota est un pays profondément enraciné dans sa culture et peu enclin à s'ouvrir au monde. Ce repli sur soi se constate autant dans son histoire que dans sa géographie, façonnant une identité nationale marquée par la résistance au changement.
Cela ne l'empêche toutefois pas de faire preuve d'une ouverture pragmatique sur le plan économique, lorsque ses intérêts l'exigent. Mais à mesure que le pays poursuit son développement, cette dichotomie entre fermeture culturelle et ouverture économique deviendra de plus en plus difficile à maintenir. À terme, le Makota devra nécessairement affronter une série de défis politiques et culturels s'il entend préserver à la fois sa cohérence interne et son développement économique.